Hussein soit expulsé vers le Maroc. Voilà, et Gérald Darmanin, qui est toujours à Cayenne, en Guyane française, se réjouit évidemment de cette arrestation par les services belges. Dernière image qui n'a rien à voir, Elon Musk, le patron fantasque de Tesla, qui présentait quoi? Qui présentait ce robot humanoïde qui espère le produire un jour, ce robot par millions, pour transformer la civilisation, dit-il. Projet de robot qui a pour but d'accomplir des tâches répétitives à la place des humains, dit Elon Musk. Il pourrait coûter moins de 20 000 $ et être produit dans les 5 ans, dit le patron de Tesla. Et on prend tout de suite la direction de la Russie. On retrouvera dans un instant notre envoyé spécial Jérôme Garraud sur place. Mais avant, ces images avec Vladimir Poutine qui a organisé une grande cérémonie sur la place Rouge pour célébrer l'annexion de 4 provinces ukrainiennes. Un concert des discours militaires. On a assisté hier à un show spectaculaire et surréaliste. Le récit d'Hubert Coster. Concert et fête devant le Kremlin, la foule acclame un Vladimir Poutine très offensif. La vérité est de notre côté. La vérité rime avec la force et nous allons gagner. La victoire est à nous. Un peu plus tôt, le président signait les décrets d'annexion des régions ukrainiennes occupées. Je veux que le pouvoir à Kiev et leurs maîtres les Occidentaux l'entendent. Les gens qui vivent à Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhia deviennent nos citoyens pour toujours. Des citoyens que la Russie défendra par tous les moyens, affirme-t-il. Devant parlementaires et proches du pouvoir, Vladimir Poutine accuse une fois de plus l'Occident de tous les maux. Ils veulent que nous soyons leur colonie. Ils ne veulent pas de coopération équitable. Ils veulent le pillage, le vol. Ils ne nous veulent pas libres, mais esclaves. Le maître du Kremlin, enfin, appelle Kiev à rendre les armes et à revenir à la table des négociations. Et nous allons tout de suite à Moscou. Vous retrouvez Jérôme Garraud en direct de la capitale russe. Il est 12h06 chez vous ce matin. Comment a été reçu ce discours qui, pour nous, côté occidentaux, nous paraît surréaliste avec inversion des victimes? Comment a été reçu ce discours par les Russes? On a pu parler un petit peu avec ce public russe rassemblé sur la place Rouge hier. Dans l'immense majorité des réponses, les gens nous disaient des choses assez classiques, j'ai envie de dire, sur le retour de la Grande Russie ou sur la haine de l'Amérique. Mais on a entendu autre chose d'assez intéressant. Dans cette foule galvanisée, il y avait aussi une forme d'inquiétude. Je vous cite un homme qui nous disait « Je pense qu'aujourd'hui, nous tous, Russes et Occidentaux, nous marchons vers un précipice ». Ou ce jeune homme qui va bientôt être mobilisé qui nous disait « Je crois qu'il n'y a plus rien à faire pour arrêter l'escalade vers la Troisième Guerre mondiale ». Donc il y avait chez ces gens, dans ce public aussi, ce mélange de pessimisme et de résignation et de résolution. Vladimir Poutine, dans son discours, s'est posé en rassembleur des peuples russes, mais il a aussi coupé symboliquement tous les ponts qui permettaient de revenir en arrière. Aujourd'hui, le seul chemin qui est proposé aux Russes, c'est d'avancer et d'aller jusqu'au bout. Merci beaucoup Jérôme, en direct de Moscou. Très intéressant ce que nous disait Jérôme Garraud à l'instant. Quand même un certain nombre de Russes qui disent « Ouh là là, on est au bord du précipice de la Troisième Guerre mondiale, général ». C'est tout ce qu'on ne souhaite pas, évidemment, mais ce qui est intéressant dans le reportage de Jérôme Garraud, c'est qu'il y a certains Russes qui sont conscients de là où Poutine les a emmenés, en fait. Et c'est le gros problème, en fait. Moi, je pense que cette guerre, la meilleure manière d'arrêter cette guerre, c'est que ce soit l'armée qui se révolte contre ses dirigeants, en fait. Et vous y croyez, ça? C'est-à-dire que quand vous envoyez des gens qui ne veulent pas aller se battre, qui ne comprennent pas, pour lesquels il n'y a pas de sens, qui meurent sur le terrain, qui ne sont pas formés, au bout d'un moment, les gens peuvent éventuellement se dire, mais attendez, n'ont plus confiance, si vous voulez, en leur commandement. Et donc ça, à mon sens, c'est un vrai risque. Alors, Poutine est conscient de ça, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il renverse le discours en disant, mais non, vous n'allez plus attaquer les Ukrainiens, vous allez simplement défendre nos territoires. Quelque part, c'est assez habile vis-à-vis de et ça ne trompe personne, bien sûr, en Occident ou en Ukraine. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens en Russie qui soient conscients de cette fuite en avant stupide et
et criminelle du président Poutine. Caroline Didier, ça ne vous étonne pas qu'il n'y ait pas plus de contestation que ça, finalement, pendant cette cérémonie? On sait qu'il y a eu beaucoup de manifestations au moment de l'annonce de mobilisation partielle. Là, on n'a pas vu de telles images. Ce qu'on disait, c'est que les gens, en fait, sont amenés, on leur demande d'y aller, donc ils n'ont pas trop le choix. Quand ils doivent manifester, et après, il y a effectivement, il doit y avoir quelques pro-Poutine. À côté de ça, quand même, on a vu tous les départs qu'il y avait au niveau de la population qui risquait d'être enrôlée dans la guerre, qui se retrouvaient à désespérer à partir de leur pays dans l'heure qui suivait. Et c'est massif, hein. Il y a des kilomètres et des kilomètres de queue pour passer les frontières. Pareil, les avions ont été pris d'assaut. Enfin bon. Donc, et à côté de ça, ils n'ont pas les moyens non plus de facilement exprimer leurs revendications, parce qu'ils craignent quand même pour leur vie. Et, voilà. Donc il n'y a plus une liberté ni de la presse, ni de l'expression. De toute façon, pas en démocratie. Christian Magris, Jérôme Garraud le disait, ce qu'a fait Poutine hier, c'est de dire on ne reviendra pas en arrière. Est-ce que c'est pas ça qui est important? C'est de dire bon, je m'arrête là maintenant, on a les 4 régions qu'on a prises, on les défend à fond, mais au moins c'est fait. Oui, moi je pense, comme je le disais tout à l'heure, qu'on est arrivé à une étape où il sent qu'il aura du mal à aller au plus loin et qu'il n'a pas de justificatif à aller plus loin, parce que plus loin, c'est les Ukrainiens. Ce qu'il voulait faire au départ. Hein. Et c'était son objectif, c'était de séparer ces 4 oblasts pour les mettre avec la Crimée et en faire ce qu'ils appellent la nouvelle Russie. Au départ, il voulait conquérir toute l'Ukraine. Les troupes russes étaient au port de Kiev. Oui, parce qu'il a essayé Kiev et il a vu que ça ne marchait pas. Et là, il a fait machine arrière. Donc il s'est limité à cet objectif qui est quand même considérable. Vous disiez tout à l'heure, 23% de l'Ukraine, c'est quand même pas... C'est un beau morceau. Et il va reconstituer ce que Catherine la Grande appelait la nouvelle Russie, avec la Crimée. Et puis il va s'arrêter là. Il va résister aux poussées des Ukrainiens qui vont continuer à pousser, en espérant que quelqu'un en Occident dira « bon, ça va comme ça, on arrête. La récréation est terminée, contentez-vous, vous avez l'Ukraine, on a sauvé l'Ukraine, elle existe toujours. » Et puis, il va dire, bon, je laisse à mes successeurs la mission de conquérir l'Ukraine, et voilà. Je pense que c'est comme ça qu'il faut lire les choses aujourd'hui. Cette manifestation de Moscou, c'est de dire, on est arrivé, ça y est, maintenant, ça va se terminer. Voilà. En revanche, ce n'est pas l'avis de l'Occident, évidemment, puisque l'Occident s'est rallié immédiatement à Zelensky après les dernières déclarations de Vladimir Poutine. Hier, c'est Joe Biden qui a fait une déclaration depuis la Maison-Blanche. On l'écoute. Les États-Unis et ses alliés ne seront pas intimidés. Nous ne serons pas intimidés par Poutine, par ces menaces imprudentes. Il ne nous intimide pas. Les actions de Poutine montre qu'il est en difficulté. Voilà, les États-Unis pas intimidés, l'Occident non plus, et de toute façon on ne reconnaîtra jamais cette annexion. Cette comédie qu'on a vue ce matin pour montrer la soi-disant unité, les peuples qui se tiennent la main, les États-Unis ne reconnaîtront jamais cela. Et le monde ne reconnaîtra jamais cela non plus. Il ne veut pas s'emparer du territoire de ses voisins impunément. Et nous allons maintenir le cap, nous allons continuer à fournir de l'équipement militaire à l'Ukraine pour que le pays puisse se défendre, puisse défendre son intégrité territoriale. Rachel Kahn, est-ce que c'est pas un peu service minimum là, de la part de Biden? Vous nous intimidez pas? Bon. Ah non, oui, non, mais je ne crois pas, parce que ce qui est intéressant, justement, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a cette guerre militaire, cette guerre politique, cette guerre juridique, et c'est pas service minimum. Lorsque Joe Biden parle de menaces, donc il précise ce mot-là, donc c'est très important aux yeux des Nations Unies. Et puis par ailleurs, alors il qualifie en fait tout ce show et tout ce discours-là de Poutine d'une comédie, alors même que dans le discours de Poutine, lorsqu'il emploie que l'Occident colonise, l'Occident pille, l'Occident, nous ne serons pas les esclaves de l'Occident,
on est dans une bataille de mots là qui est très important pour la suite, et notamment par rapport à ce qui va se passer à l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc au contraire, parce que là on a vu hier soir qu'il y a eu évidemment ce veto de la Russie qu'on attendait, puisque Poutine avait fait la politique de la chaise vide la semaine dernière. Et les États-Unis ont pris une nouvelle sanction contre des oligarques. Exactement. Et donc maintenant, je pense que Biden, c'est pas le service minimum. Il ne peut pas avancer seul en parlant tout seul. Il va être obligé aussi de travailler avec les Européens notamment. Et l'Elysée a également réagi hier dans un communiqué, dans un tweet aussi. Emmanuel Macron s'est exprimé sur Twitter. « Je condamne fermement les annexions illégales par la Russie. Il s'agit d'une grave violation du droit international et de la souveraineté ukrainienne. » Voilà donc l'Elysée qui a réagi dès hier. Je crois qu'on va voir la suite. La France continuera de se tenir aux côtés de l'Ukraine pour lui permettre de retrouver sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Voilà, donc en gros, il faut continuer l'effort de guerre. Caroline Didier. Oui, alors j'en profite pour parler de Dog for Ukraine. Si on peut avoir des entreprises qui nous rejoignent pour soutenir les hôpitaux d'Ukraine, c'est important. L'hiver va être rude. Il y a beaucoup de blessés, beaucoup de civils blessés. C'est la particularité de cette guerre, où il y a énormément de civils qui ont écopé de la terreur russe. Et on a besoin effectivement que les entreprises et les hôpitaux de France nous rejoignent pour acheminer de l'aide sur les hôpitaux d'Ukraine, tout ce qui fait tourner un hôpital, dont l'aide alimentaire. Et puis on envoie des médecins et des infirmiers sur place pour aider. On a une mission par exemple déjà la semaine prochaine pour continuer. Parce que de toute façon, les combats vont continuer, et ça, vous nous le confirmez. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait Volodymyr Zelensky? Il signe un autre papier, entouré, on va voir l'image, non pas de ses gardes du corps, mais du Premier ministre et du chef de l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'à côté de lui, ils sont balèzes, les gars. Il signe un autre papier d'accélération de l'adhésion à l'OTAN. Écoutez-le. Nous sommes de facto des alliés. Nous avons de fait avancé vers l'adhésion à l'OTAN. Nous avons atteint les normes de l'OTAN sur les champs de combat. Nous nous entraidons, nous nous défendons. C'est cela le sens de l'alliance. De facto aujourd'hui, l'Ukraine envoie sa demande d'adhésion à l'OTAN pour devenir juridiquement membre de façon accélérée. Trouvez tout de suite en direct Guillaume Lascandja-Rias. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien chercheur à l'OTAN, on vient d'entendre Volodymyr Zelensky. Est-ce que d'après vous, une procédure d'adhésion accélérée, c'est possible? Alors, bonjour. C'est quelque chose d'un peu plus compliqué que ça, pour deux raisons. D'abord parce qu'il existe effectivement au sein de l'OTAN ce qu'on appelle la politique de la porte ouverte. C'est-à-dire que chaque pays peut effectivement, quand il respecte certains critères, demander son adhésion à l'Alliance Atlantique. Mais, et c'est la subtilité, cet article-là qui propose effectivement d'élargir l'Alliance Atlantique est quand même soumis à certains critères. Et le premier, qui n'est quand même pas négligeable, est d'avoir résolu de manière pacifique ses contentieux territoriaux avec ses voisins. Et là, on voit bien qu'il y a une forme de difficulté double, parce que cela voudrait dire que l'Ukraine, de facto, aurait, dans ces cas-là, plus aucun contentieux territorial avec la Russie, soit au contraire, il y aurait l'admission que finalement c'est terminé. Mais attendez, c'est dangereux aussi que l'Ukraine adhère très vite à l'OTAN, parce que ça voudrait dire que l'Ukraine est zone OTAN. Et à partir de ce moment-là, c'est l'OTAN qui défend directement l'Ukraine. On est totalement co-belligérant. Est-ce que tout le monde le souhaite, ça, au sein de l'Alliance ? Alors, vous posez effectivement le vrai souci, c'est-à-dire que l'Alliance Atlantique repose sur ce qu'on appelle l'article 5. L'article 5 du traité de Washington, c'est la possibilité de finalement faire J'arrive. Pardon. C'est de faire ce que l'on appelle une procédure de défense collective, mais pour cela, il faudrait que les autres alliés
collectivement, accèdent à la demande de l'Ukraine. Et pour cela, s'entendent tous sur la signature de cette formule. On le voit dans le cadre de la Suède et de la Finlande, ce n'est toujours pas le cas. Peut-on imaginer que ce soit aussi rapide pour l'Ukraine? Personnellement, j'en doute, parce que l'OTAN, ça fonctionne par consensus. Et là, je crois que se retrouver de facto dans une situation de guerre contre la Russie de manière immédiate, je doute que la plupart des alliés soient là-dessus véritablement prêts à le faire. Condamner la Russie, aider à protéger les territoires qui sont déjà dans l'OTAN, oui. Tout de suite se retrouver en position de co-belligérance, j'en doute. Général, d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Si on ne franchit pas là, j'allais dire, c'est la guerre. Non, mais ce que dit Guillaume Lascondarias est tout à fait juste. Hein. Le président Zelensky... il est dans son rôle, là, en signant. Totalement dans son rôle, joue, et d'ailleurs le joue très bien, en fait, avec un certain formalisme, à l'opposé des 5 signatures d'un côté. Lui, il fait ses 3 signatures en disant, on envoie... D'ailleurs, ça commence comme ça, hein, c'est le début du processus, c'est l'envoi d'une demande officielle. À ma connaissance, elle n'avait pas été faite encore, cette demande officielle écrite, parce que tout le monde freinait un peu compte tenu du contentieux. Mais ce qui est dit est tout à fait juste. Alors, souvenons-nous, ce qui était assez spectaculaire durant ces 6 mois, c'est que la Suède et la Finlande, qui étaient quand même neutres depuis plus de 50 ans, ont dit « Ok, maintenant, c'est fini, on rentre dans l'OTAN », et ils ont fait leur demande. Le processus, donc ils sont maintenant dans un statut, pour ça qu'ils sont en vert sur cette carte, un statut d'invité. C'est-à-dire que les pourparlers ont été faits. Là, la demande peut être reçue. Il faudrait aussi cette phase de pourparlers. Et puis le problème, c'est qu'il y a effectivement un article qui dit que les problèmes territoriaux, les contentieux territoriaux doivent être réglés. Évidemment, ce qui n'est évidemment pas le cas en Ukraine. Donc, c'est un geste politique. Avant que ça se traduise concrètement par l'intégration de l'OTAN, à mon avis, évidemment, ça va prendre un certain temps. Écoutez le patron de l'OTAN, hein, quand on lui pose la question, élu poliment. Une décision d'adhésion doit bien sûr être prise par tous les autres alliés et nous prenons ces décisions à l'unanimité. Tout ce sur quoi nous nous concentrons maintenant, c'est un soutien immédiat à l'Ukraine pour l'aider à se défendre contre l'invasion brutale de la Russie. Voilà, on en est là. Hein. Ce serait franchement trop dangereux que l'Ukraine adhère à l'OTAN maintenant? Oui, et puis surtout, ça ne rentre pas dans les clous et les conditions. Moi, au-delà de la guerre et des crimes commis et des violations du droit international, on peut quand même juste noter, vous parliez de jeu de Zelensky, là quand même on est sur vraiment une mise en scène. On a parlé du show de Poutine tout à l'heure, mais la mise en scène avec le travelling, la signature, bon, c'est beaucoup quand même. Hein. J'entends qu'il faille faire rayonner cette guerre au niveau international, mais je trouve juste que là, avec les colosses derrière, bon, cette mise en scène, je ne sais pas si c'est un atout d'en faire autant, sans mauvais jeu de mots. Mais effectivement, je pense que là, le fait d'être tout de suite co-belligérant, alors même que je trouve que l'Europe a quand même, depuis le début, assuré sa solidarité et a mis en place justement des mécanismes assez forts pour soutenir... oui, enfin, quand même, il y a eu un appel. Et depuis le début, il veut adhérer à l'OTAN. Absolument, mais je pense que... Alors, en plus, je ne pense pas que l'ensemble de la population européenne soit prête, en fait, à devenir co-belligérante dans cette guerre. Allez, on revient dans un instant. Merci en tout cas à Guillaume Lascondarias d'avoir été avec nous sur LCI. Dans un instant, on parlera du Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est penché sur les annexions russes avec une résolution qu'il condamne. Et sans surprise, eh bien, le texte a été bloqué par la Russie. Et d'ailleurs, 4 pays se sont abstenus, la Chine, l'Inde, le Brésil et le Gabon. On en parle dans un instant.